Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Madres Paralelas. Pedro Almodóvar revient avec un film sur la maternité dans lequel il parle également des plaies du passé et des morts de la dictature franquiste qui n'ont toujours pas trouvé le repos, un sujet tabou en Espagne. Le film joue avec ce que le spectateur sait des gimmicks du réalisateur pour mieux les contourner et surprendre. Le casting est encore une fois parfait, Penélope Cruz en tête, un mélo politique qui s'inscrit parfaitement dans sa filmographie, 7 sur 10. La pièce rapportée. Le nouveau film de Antonin Perecharsko est à nouveau une petite merveille de comédie absurde avec un casting parfait au vu des rôles. Il arrive à rendre l'infidélité drôle en la rendant nécessaire, les personnages sont très bien écrits, la réalisation s'y à merveille avec ce genre d'univers, même si bien moins visuel que sur La Loi de la Jungle. Une bouffée d'air frais parmi les comédies françaises, on en veut plus des comme ça, 7 sur 10. Les choses humaines. Un film au sujet compliqué, une question de viol, je n'en dirai pas plus pour ne rien vous divulgacher, mais on reste bouche bée pendant tout le film. Yvan Attal arrive à captiver le spectateur avec une narration très efficace, un casting de qualité, même si ici c'est vraiment l'histoire qui porte le film, et qui nous fait oublier les 2h20 que dure le long métrage. 7 sur 10. La méthode Williams, ou Richard King, en version originale, nous conte l'histoire donc de Richard Williams, père des légendes du tennis Venus et Serena, et à travers lui, son fameux plan pour ses filles. Une success story comme on les aime aux États-Unis, et ça fonctionne bien car le scénario et le casting sont bons et que la réalité est plus folle que ne le serait une simple fiction finalement. La mise en scène est fonctionnelle, et elle n'est pas des plus réussies lors des matchs. Pour autant, on est captivé du début à la fin, donc tout de même 7 sur 10. Clifford. Le téléfilm familial de base, certes c'est mignon, mais on a déjà vu ce film 1 million de fois. De plus, le méchant ne serait pas là, que ça ne changerait pas grand chose, tellement ce dernier ne sert à rien. Quant aux effets spéciaux, pour animer Clifford, ce n'est pas digne d'un film cinéma à mes yeux. On est plus proche d'un téléfilm vu la qualité. Donc dommage, car sinon les personnages sont attachants et on passe un bon moment, donc seulement 5 sur 10. Le diable n'existe pas. Film à sketch, vous le savez, ce n'est pas ma tasse de thé. Malgré tout, je trouve la thématique de la responsabilité de vie ou de mort sur autrui très intéressante, même si je trouve qu'il n'y a pas de grande différence concernant le traitement de ces 4 histoires. Donc 2h32, c'est un peu long vu le résultat selon moi, 5 sur 10 seulement. La fièvre de Petrov. Après Leto, j'étais impatient de découvrir le nouveau film de Kirill Serebrennikov, et je dois dire que je ne suis pas déçu. C'est encore une merveille d'inventivité et de mise en scène avec de longs plans séquences qui se fondent les uns dans les autres, des miniatures aux maquettes, de la couleur et du noir et blanc. On passe d'une époque à une autre sans prévenir. C'est tout bonnement génial, un film à ne surtout pas manquer, il est tellement rare de voir de telles œuvres cinématographiques, ce serait dommage. 8 sur 10. Green Snake. Suite du film White Snake, toujours pas sorti en France à ce jour, mais que j'ai eu la chance de découvrir en 2019 à l'étrange festival. Ce Green Snake est clairement trop long, nous propose un univers radicalement très différent assez rapidement, qui même s'il est intéressant, fait plus penser à un univers de jeux vidéo que de celui d'un long métrage. Niveau scénario, on retombe encore sur l'amnésie, ce qui devient lassant, pour ceux qui ont vu forcément le premier opus, il faut suivre. Sinon la réalisation est toujours très dynamique, avec une animation qui est plutôt de qualité, avec notamment un passage très beau visuellement. Pas trop convaincu, mais je demande à voir ce qu'ils vont faire pour le prochain épisode. 5 sur 10. The Power of the Dog. Le nouveau film de Jane Campion bénéficie d'une magnifique photographie, d'une mise en scène sobre et élégante, comme à son habitude, d'un casting de qualité, dans des rôles pas si habituels pour leur interprète, et ça c'est bien.
Pour autant, le film a quelques longueurs, même si les 2 heures passent plutôt bien, hein, en traitant divers sujets, des conflits non dits entre les 2 frères Burbank, du harcèlement subi par Rose, et de sa fuite en avant via l'alcool, sans oublier la relation ambiguë entre Phil et Peter. Le film peine à convaincre selon moi, et ne restera pas dans les mémoires, même si on ne passe pas un mauvais moment. 6 sur 10. SOS Fantôme, l'héritage. Une suite hommage au premier film qui marche plutôt bien. Alors oui, hein, on tombe dans certains clichés, notamment le geek hyper doué qui sait tout à lunettes. Mais bon, passons, hein, l'histoire est dans la lignée du reste de la saga. On retrouve les personnages emblématiques avec plaisir. Par contre, ça annonce une suite qui, selon moi, n'est pas indispensable. Enfin, si ça vous intéresse, restez pour la scène post-crédit. 7 sur 10. Lansky. Biopic sur une des figures du syndicat national du crime américain qui n'a jamais été condamné, le récit est raconté de manière classique, la réalisation est simple mais efficace, le casting est bon et l'histoire est passionnante, et arrive à nous faire avoir de l'empathie pour ce personnage, malgré ses crimes au vu de certaines trahisons dont celle de Israël, à voir ne serait-ce que pour l'interprétation de Harvey Keitel. 7 sur 10. Mixtape. Un teen movie se déroulant à l'aube de l'an 2000, c'est mignon et plein de bons sentiments, l'histoire fonctionne bien, ponctuée par les musiques donc, de la mixtape qu'on découvre au fur et à mesure, les enfants sont plutôt attachants, le fait de traiter du deuil de la perte de ses parents, de harcèlement scolaire et de famille monoparentale est très plaisant, malgré une réalisation de téléfilm sans personnalité, un petit film pour passer le temps le dimanche après-midi, 6 sur 10. Ceux qui veulent ma mort. Taylor Sheridan nous propose à nouveau un survival film d'action comme il sait le faire. Certes, ce n'est pas révolutionnaire et ni l'un de ses meilleurs, mais ça se suit sans déplaisir. L'action est plutôt bien rythmée, le casting fait le taf et je trouve ça plutôt bien que l'on n'ait pas les détails justement sur ce que le père a trouvé. La photo est bonne, la réalisation est académique, les effets spéciaux sont corrects même si visibles. Mais ce n'est pas pire qu'un Marvel, hein, disons-le. Un bon film du dimanche, quoi. Encore une fois, 6 sur 10. Rose. Le premier long métrage de Aurélie Saada, ex-chanteuse du groupe Brigitte, est un film intimiste dans la communauté juive. Il est dommage que la bande-annonce gâche autant le film. Hein. Elle ne laisse aucune surprise à son spectateur. Ça n'enlève rien à la qualité du film et à son casting de qualité également, avec une Françoise Fabian flamboyante, même si je dois dire avoir trouvé le film assez proche de Gloria de Sébastien Lello, puis de ne pas avoir franchement apprécié les prises de vue qui sont parfois à la ramasse. Bref, un joli film tout de même, 6 sur 10. Les Amants sacrifiés. Un des plus beaux films de l'année, entre l'élégance de la réalisation de Kiyoshi Kurosawa et l'écriture de qualité de Ryusuke Hamaguchi, ce film historique va vous retourner, que ce soit émotionnellement ou intellectuellement, car il joue avec son spectateur sur ce qu'il croit savoir et très triste. Le casting est bon, la reconstitution est excellente, même avec peu de décors, car si le réalisateur choisit l'économie de moyens, c'est pour mettre en lumière ses acteurs. Une merveille à voir absolument en cette fin d'année, 8 sur 10. Où est Anne Frank? Une chouette idée d'adaptation du journal d'Anne Frank d'une manière non littérale et actuelle dans laquelle le réalisateur en profite pour passer un message concernant l'immigration. C'est original, l'animation est plutôt belle et mélange plusieurs styles, le rendu est vraiment bon. Une bonne porte d'entrée dans l'univers d'Anne Frank, même si rien ne remplacera la lecture de son journal. 6 sur 10. Un endroit comme un autre. Le nouveau film de Umberto Pasolini est une tragédie avec un lien étroit à la mort, tout comme son précédent long métrage. Le casting est prodigieux, que ce soit James Norton qui joue le père ou Daniel Lamont, le jeune garçon. Ils sont d'une authenticité qui va vous remuer à en pleurer. L'histoire est bouleversante et la réalisation très proche de ces personnages ne vous laissera pas le choix que d'être ému par ce qui se déroule sous vos yeux. 7 sur 10. West Side Story. Disons-le tout de suite, c'est un bon film. Mais, car il y a un mais. En tant que remake, il y a du bon et du moins bon. On notera que les liens entre les scènes musicales sont globalement mieux travaillés. Par contre, certaines scènes musicales se déroulent plus tôt et d'autres sont chantées par d'autres personnages. Puis des personnages disparaissent et sont remplacés par d'autres, ce qui n'était pas nécessaire. Tout comme les changements de lieu, mais passons.
À cela s'ajoute une version beaucoup plus réaliste de l'histoire avec des décors moins colorés, des costumes moins flamboyants et des textes trop explicatifs, ce qui fait qu'on perd la magie de l'original. Bref, quitte à choisir, je préfère revoir l'original, même si cette version reste de bonne facture, Spielberg oblige. 7 sur 10. Lingui, les liens sacrés. Mahamat Saleh Haroun nous livre un film sur l'avortement aujourd'hui au Tchad, alors que cette pratique est interdite par la loi dans ce pays. Il nous y montre le quotidien de ces femmes qui se battent pour survivre dans un pays qui juge très rapidement ses sœurs. C'est moins frontal que l'événement, mais ici, au-delà de le faire pour avoir une chance d'avoir un bon travail et de ne pas être mise à l'écart de la société, c'est une façon pour elle d'avancer et de se reconstruire après un viol. Un film passionnant sur l'amour d'une fille mère envers sa propre fille, 7 sur 10. Une femme du monde. Un drame sur un métier trop souvent dénigré, qui nous montre les conditions dans lesquelles elles le font. La précarité de la non-légalisation entraîne des dangers sous-jacents, même si la vie n'est pas forcément plus belle en Allemagne où c'est légal. Pour autant, il y a plus de sécurité. La réalisation est aussi simple que le scénario, mais ici c'est la relation entre le personnage de Laure Calamy et de Nissim Renard qui joue son fils qui porte le film et le rend si passionnant. 7 sur 10. Asuka Kid. Biopic sur Takeshi Kitano d'après sa propre autobiographie sur ses jeunes années, une success story qui s'attarde largement sur la vie de celui qui lui a tout appris, plus que sur le duo qui l'a propulsé. C'est passionnant et triste à la fois, à voir absolument si vous aimez le bonhomme. 7 sur 10. Impardonnable. Un drame plutôt réussi avec Sandra Bullock, même si la réalisation est très mécanique et peu inspirée, l'histoire est portée par l'actrice avec force, et il faut dire que le récit est bon. On se prend d'affection pour cette femme qui sort de prison, on évoque les problèmes de classe avec la saisie de sa maison, mais aussi le suicide de son père, et le twist est vraiment bon. Ça aurait mérité un travail plus poussé sur la réalisation tout de même, 6 sur 10. Encounter. Un thriller qui gère assez mal sa partie psychologique, du moins ne la fait pas assez durer, à peine une demi-heure. Après quoi, on est dans un film policier des plus classiques. Dommage, car Riz Ahmed est une fois encore très convaincant. Niveau réalisation, ça se tient, la photo aussi, cependant, il y a quelques longueurs, et on se doute très vite de la résolution. Pas mauvais, mais pas génial non plus, 5 sur 10. Donc là, comme on a traité 2 semaines, il va y avoir 2 films de la semaine. D'abord, le premier, forcément, La fièvre de Petrov. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un film que j'attendais beaucoup. Donc j'avais mis vraiment la barre très haut, et il a réussi à tout exploser sur son passage. Il a réussi à être vraiment étonnant, à être visuellement époustouflant, à proposer des choses que je n'avais encore jamais vues dans d'autres films, donc c'est dire. Donc vraiment c'est un réalisateur qu'il va falloir suivre, assurément, et pour moi c'est un des meilleurs films de l'année, tout simplement. Vous verrez ça quand je vous divulguerai mon top 10. Ensuite on passe aux Amants sacrifiés. Donc, comme je vous l'ai dit, encore une fois, Kiyoshi Kurosawa arrive à nous faire un film excellent. Mais là, forcément, il n'est pas tout seul, et c'est justement ça qui rend le film si fort. C'est que Kiyoshi Kurosawa, ça faisait longtemps qu'il voulait faire un film historique, mais il savait pas trop comment. Et là, il a eu le scénariste qu'il fallait pour lui servir un scénario parfait. Et lui, forcément, avec sa réalisation aux petits oignons, forcément, il nous a livré un film de grande qualité. Moi, je vous le conseille vivement. C'est justement quelque chose qu'on montre pas assez au niveau de l'histoire par rapport à la Seconde Guerre mondiale, et je trouve que c'est très intéressant. Ça change un peu de ce dont on voit habituellement. Donc, allez-y. Voilà, c'est tout pour les films de ces 2 semaines. Je vous dis à très vite. Ciao!